Amandine, petit exercice, 3 mots pour vous présenter et puis 3 mots pour résumer aussi qui vous êtes. Alors, déjà je veux dire merci à Viviane de m'avoir convié ce soir, c'est très sympa de sa part. C'est très impressionnant d'être devant un parterre de femmes. Je me dis, tiens, est-ce que c'est la même chose pour vous quand vous êtes dans un board et avec des mecs Alors je sais, j'ai vu qu'il y avait un monsieur avec moi, mais je me sens un peu moins seul. Mais il y a un truc, c'est étonnant. Alors la différence, oui, c'est que ça fait des générations qu'on a cette habitude. Donc, quelquefois la diversité, ça a du bon. Et donc, 3 mots. Alors le premier mot que j'avais choisi, c'était le mot liberté. Le deuxième, c'était le mot impact. Et le troisième, c'est le mot transmission. Liberté, alors il se trouve que j'ai fait cette magnifique école, l'ESSEC. En fait, au départ, je voulais être architecte, mais moi, je venais de province, et puis mes parents et puis mon conseiller d'orientation me disaient architecte, il n'y a pas d'avenir. Puis j'avais le malheur d'être bon à l'école, et on m'a dit tu feras maths sup ou prépa HEC. J'adorais la philo, j'ai choisi prépa HEC. Après, j'ai eu les 3 parisiennes, j'ai adoré les valeurs de l'ESSEC, humanisme, innovation, je me dis c'est mon école. Je suis sorti de cette école, à l'époque, moi, c'était les années Bernard Tapie, vous savez, on en a parlé récemment, et c'était des années un peu. On faisait de l'argent, quoi. C'était les années où à l'ESSEC, on nous apprenait que la théorie économique, c'était Milton Friedman, l'entreprise, et avec la finalité de l'entreprise, c'était de faire des profits. J'y ai longtemps cru, je l'ai longtemps cru, et en fait, donc je suis sorti de l'école et j'ai fait comme tous mes petits camarades, à l'époque, on est jeunes, réfléchis-moi, j'ai fait la banque d'affaires. Quelques années dans la banque d'affaires, très intéressant, mais je me suis terriblement ennuyé, et donc je dis, c'est pas mon truc. Définitivement, je suis pas un homme d'argent, donc je vais me tourner vers le conseil. Ça, le conseil, ça me paraît être quelque chose de bien, donc je suis rentré dans une entreprise de conseil qui est le leader de conseil en France, qui s'appelait Bossard Consultant, peut-être certains des plus âgés l'ont connu, et en fait a été racheté par Capgemini et devenu la branche conseil de Capgemini. Je suis resté 10 ans dans cette entreprise, qui avait un truc incroyable, cette entreprise. En fait, il y avait des théories issues de la sociologie de l'organisation, l'école de la complexité, Pierre Morin, enfin, une entreprise qui considérait l'entreprise, justement, les organisations comme des systèmes vivants. Et pas simplement comme des process, une organisation, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, donc j'ai fait ce parcours-là, et à un moment donné, j'ai fait le choix, et c'est là où je fais le lien avec le mot liberté, de quitter ça, et de devenir entrepreneur. Enfin, j'ai fait un vrai choix, et d'accepter l'idée d'abord de créer mon entreprise. Donc j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Balthazar, qui a maintenant plus de 18 ans, on est une 50aine de personnes. Et puis j'ai aussi créé un incubateur de start-up, j'investis dans des start-up à impact, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire des start-up qui ont de la volonté en fait, de faire le bien, on va dire, que ce soit sociétalement, environnementalement ou socialement. Et puis j'ai d'autres activités aussi dans l'art, mais ça j'en parle un peu moins, artistique. Et j'enseigne à l'ESSEC, j'ai pas quitté l'école en fait, je dirige un master à l'ESSEC, mais à Cergy, avec les petits jeunes. Et c'est là où aussi je mets le mot transmission, parce qu'en fait tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre à travers mon activité professionnelle, j'ai envie de le transmettre aux nouvelles générations. C'est pour ça que je ne quitte pas l'école et je continue à enseigner dans cette très belle école et dans d'autres aussi. Et puis le 3e mot, c'était le mot impact. Moi, la mission que je me suis donnée, donc j'ai 56 ans, mais la mission que je me suis donnée il y a quelques années, c'est de me dire, c'est parti d'une conviction, je me suis dit, les problèmes qu'on connaît, l'environnement, sociétalement, on en parle beaucoup, on n'arrivera pas à les résoudre si les entreprises ne s'emparent pas de ces sujets. Parce qu'en gros, les États ne cessent de se désengager et ont des moyens de plus en plus limités. Les associations sont quand même, elles ont une capacité faible d'agir sur des problématiques à l'échelle mondiale. Finalement, quelles sont les organisations qui ont une capacité à être scalable à grande échelle et d'agir sur le monde, c'est les entreprises. Et donc, je me suis dit, à mon humble niveau, si je peux influencer des dirigeants et les accompagner sur des sujets autour de la raison d'être, de réfléchir à leur impact sociétal, environnemental, social, et donc d'orienter leur action dans ce sens-là, ils auront un impact sur leur entreprise, qui aura un impact sur le monde, par effet des multiplicateurs, effet d'échelle, j'aurai fait le job. Donc c'est ça mon désir, c'est de travailler avec des dirigeants qui ont envie d'avoir un impact positif sur le monde. Bon, c'est mon choix, j'ai la chance d'avoir un cabinet qui n'est pas trop gros, je peux choisir, on va dire, mes clients, et donc c'est mon bonheur. Donc voilà pour me présenter. Voilà. Liberté, impact et transmission. Quelle énergie, Blandine, et
Jean-Noël, je crois qu'on a beaucoup de chance ce soir. Alors, vous avez rédigé un ouvrage avec Patrick Lenain qui s'appelle « L'entreprise vraiment responsable », alors que vous avez, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'activités dont votre cabinet. Alors, où est-ce que vous avez trouvé le temps et pourquoi ce livre? Alors, il y a la vraie histoire, il y a la... Non, on veut tout savoir. J'avais une thèse à défendre, parce que longtemps, moi, en fait, à un moment, dans les années 2000, j'ai créé un des tout premiers postes associés, on a créé un incubateur de start-up qui s'appelait République à l'époque, c'est là où Chirac est venu découvrir le mulot, le fameux sketch des Guignols, je ne sais pas si pour ceux qui ont suivi, qui étaient un peu plus âgés, là ça remonte, voilà. Mais à ce moment-là, moi j'ai vu arriver sur le marché des startups, c'était la première vague de la nouvelle économie, énormément de gens qui venaient des grands groupes avec l'idée de vivre une aventure professionnelle. Alors en fait, qui avaient envie de s'engager sur des projets qui faisaient sens. En fait, ils étaient en quête de sens. Alors évidemment, après, on a dit tout ça, ça nous fait pour gagner de l'argent, mais c'est pas vrai. Les équipes, en tout cas que moi j'ai rencontrées, elles avaient tout un point commun. Elles voulaient donner du sens à leur vie professionnelle. Et en fait, ça, c'est à partir de là, je me suis dit, mais tiens, c'est intéressant cette question du sens. Et du coup, à l'époque, j'avais écrit un premier bouquin qui s'appelait Les projets engagés, où j'abordais cette question de la raison d'être en 2001. Et quand je suis allé voir, ensuite j'ai créé mon cabinet de conseil Les Grands Groupes, je parlais de raison d'être, ils m'ont dit, lui c'est un hippie du management, la raison d'être, non mais le gars, qu'est-ce qu'on a rien à foutre avec les philosophes dans l'entreprise, quoi. Non, on est des gens sérieux, on est là pour faire de l'argent, c'est des... Bon. Et donc j'avais du mal à argumenter autour de ça, et surtout avant l'émission de conseil, c'était mon métier. Bon. Finalement, j'ai trouvé sur mon chemin quelques dirigeants qui ont eu envie de travailler sur cette question de la raison d'être. Et en fait, je n'ai eu de cesse depuis ces années-là de me dire, mais de défendre une thèse qu'on peut investir le champ de réflexion sur la raison d'être, de son impact sociétal, de son impact social, de faire le bien, etc., de se poser des questions de sens, et en même temps, ça c'est le petit clin d'œil à notre président actuel, faire de la performance, et même être de la surperformance par rapport à la moyenne des entreprises de son secteur. Sauf que c'était une intuition, il n'y avait pas de preuves, pas d'éléments. Et en fait, le bouquin, la thèse du bouquin, c'est ça. C'est la raison d'être, c'est un levier d'innovation et de performance. Sur ma route, j'ai croisé des gens, j'ai notamment croisé en 2013 Pascal Desbourgers, qui est déjà bien naïf, qui m'a fait confiance, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années, qui a produit le résultat qu'on connaît aujourd'hui, tous les travaux qu'on a fait sur la raison d'être, devenus sur cette mission. J'étais avec lui récemment, il me disait, mais c'est incroyable, tous nos indicateurs, on surperforme sur toutes les données. Tout le travail de sens qu'on a fait, et pourtant, bon, c'est mutuel, mais ils ont beaucoup travaillé ces sujets-là. Et aujourd'hui, on commence à voir des entreprises, des cas d'entreprises où on arrive à démontrer qu'il y a un lien entre une performance exceptionnelle et en même temps, et aussi le fait d'orienter son action autour d'une raison d'être qui fait sens, qui va vers un impact positif sur le monde et sur les autres. Et donc, j'ai voulu démontrer ça. Évidemment, j'ai un ami qui est économiste à la CDE, qui est passionné par ces sujets-là, qui avait écrit des articles sur ces questions-là. Et on en a parlé. En fait, la vraie histoire, c'est qu'on est un club d'amis. Moi, j'habite dans le 5e, j'ai un marché tous les samedis. Et samedi à midi, on boit un pot entre potes. Et il se trouve que, voilà, j'ai des copains de bonnerie, on va dire. Mais en fait, il se trouve que cet ami, qui est économiste, et qu'on discutait de ça autour d'une table, et nos autres amis, qui bossent tous dans des entreprises, nous disaient, c'est génial, il faut écrire un bouquin. On a dit chiche, et on s'est retrouvés à faire des ateliers tous les samedis pendant un an pour répondre à la question-là, pour écrire le bouquin, pour essayer de dire, mais il y a un lien entre performance, innovation, développement de l'entreprise et aussi la raison d'être. C'est pas deux sujets. On n'est pas obligé de choisir entre faire juste du capitalisme pur et dur, de gagner de l'argent, ou d'aller dans des associations et des ports de faim, mais en faisant le bien, quoi. C'est une vision un peu caricaturale du monde, et donc on voulait arriver à montrer ça à travers le livre. Donc c'est la thèse du bouquin, et pourquoi on a écrit le bouquin, c'est que j'avais besoin de montrer ça. J'avais aussi, on est en France, donc en France quand vous écrivez des bouquins, de ce coup ça vous donne des lettres de noblesse, une légitimité, hein, c'est très français, mais bon, partout aux États-Unis aussi, hein, mais en tout cas voilà, ça donnait de la crédibilité dans mon action, donc c'est du travail effectivement qu'on a écrit. Et puis honnêtement c'était sympa quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pris du plaisir à le faire. On avait nos ateliers tous les samedis, on partait dans des
digressions. Après, on est revenu à des choses plus raisonnables parce qu'on a un éditeur qui s'appelle Fulbert, qui est très académique, très sérieux, tout doit être prouvé, démontré, appuyé, enfin bref. Mais donc du coup, voilà pourquoi on a écrit ce livre, et qui aujourd'hui, bien sûr, me sert dans mon activité professionnelle, puisque ça permet aussi d'illustrer ce que je tends à vouloir. Donc, sans faire du jeu de mots, un livre qui a du sens. Qui a du sens pour tous, qui donne du sens, oui, et qui donne du sens pour une meilleure performance de l'entreprise. Puis Marc Ray, il y a un petit truc qui s'appelle vraiment. Alors, Fulbert, ils ont une collection, c'est dans une collection. C'est une collection vraiment, alors ils ont, je crois, l'entreprise vraiment bienveillante. Nous, c'est l'entreprise vraiment responsable. Parce que derrière ça, il y a aussi toute l'idée du purpose washing, greenwashing, social washing, enfin tout ce que vous voulez washing. Et qui revient, il y a quelque chose de très tendance autour de ça. Vous savez, un des enfants m'a dit hier soir, t'as vu papa, la COP26, c'est devenu le nouveau Davos des dirigeants. Les gars, quand je vois mon fils qui a 18 ans qui me dit ça me fait un peu mal, parce que je dis, bon, je trouve que c'est bien que voilà, les dirigeants de ce monde s'intéressent aux enjeux socio-environnementaux, mais quand je regarde mon fils, et puis après il me dit, t'as vu, ils ont tous pris des jets privés, nous à l'école on a calculé le taux de carbone qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi. Les gars, ils ne sont pas modélisants. Ils devraient être modélisants. Enfin bon, on a des débats comme ça, mais sur le vraiment, je pense que c'est une question. Donc moi, j'attache pas mal d'importance avec mes clients, avec les entreprises que je travaille. Au fond, quelle est l'intention du dirigeant autour de ça? Vous voyez, travailler sur sa raison d'être, c'est une intention de communication, de faire parce qu'on m'a demandé de le faire, ou il y a une intention véritable de transformer son modèle économique et de revoir en fait son modèle économique, et donc du coup ça devient une boussole stratégique, c'est un objet stratégique, puisqu'en fait ça va venir influencer la façon dont on fait son business, et on en reparlera, mais derrière ça il y a l'idée que, parce que derrière la raison d'être, derrière le concept de cette mission, il y a une idée de gouvernance, parce que sans gouvernance, c'est du pipeau quoi, c'est du papier glacé, on peut faire de belles communications marketing, mais si derrière c'est pas gouverner justement, mais au vrai sens du terme, avec des orientations, du KPI, un vrai retour d'expérience et d'évaluation sur ce qui est fait, il peut être probable que ça arrive. Parce qu'on finalement, on s'auto-contraint quand on se donne la raison d'être. On choisit ses contraintes. Donc du pilotage, écoutez, je vous propose qu'on passe peut-être un peu plus de temps sur le contenu de votre livre. Dans la première partie, vous traitez de l'entreprise face aux mutations de la société. C'est un peu la question aussi que j'ai posée tout à l'heure à Blandine. Quand on parle de mutation, on parle de nouveaux sujets, on parle du climat, vous l'évoquez un peu, on parle de mixité, on parle aussi d'activisme. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui ont amené, je dirais plutôt, qui ont, dans une certaine mesure, forcé les entreprises à évoluer ou à se transformer, et à faire de la régulation de l'autorégulation. Alors, comme Viviane aime bien le faire, elle aime bien faire des petits apartés quand elle fait des animations, donc je ne peux pas déroger à cette règle-là. Je vais faire un petit pas de côté sur la question de la gouvernance publique. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du modèle français où l'État intervient beaucoup, versus le modèle de l'entreprise, qui est quand même normalement un modèle d'entrepreneuriat, d'un modèle où normalement il devrait y avoir la liberté d'agir et la liberté d'entreprendre? C'est une bonne question, parce que quand la loi Pacte est sortie, avec l'idée d'entreprise à mission, les dirigeants que je côtoie m'ont dit encore une loi. Et à certains, ils disaient, on en a marre, quoi, toutes ces réglementations, une de plus. Voilà, donc, et d'ailleurs dans le livre, on traite de la question des réglementations, et évidemment, on sait bien, quand on est dans une logique de réglementation, on tombe dans ce que tu décrivais très bien, le tick the box, quoi, hein, voilà, donc, on va faire en sorte que... Et on gère la contrainte, quoi. Donc le sujet devient une contrainte, mais non pas une opportunité. Et il y a un problème avec ça, parce que si on revient sur ce mot, la responsabilité, comment peut-on imaginer d'avoir des organisations qui sont des personnes, hein, une entreprise, vous êtes des juristes, il y a beaucoup de juristes dans la salle, c'est une personne morale, c'est comme vous, on est tous des personnes physiques. Comment peut-on imaginer de devenir des gens adultes, responsables, si on nous dit tout ce qu'il faut faire, si on nous commande ce qu'il faut faire, si on nous emmène dans un cadre hyper contraint? En fait, on nous traite comme des enfants, hein, quand on fait ça. Or, l'enfance, c'est le contraire.
de l'âge adulte, c'est quand on est enfant, effectivement. Donc pour devenir responsable, il faut qu'on ait des marges de manœuvre. Il faut qu'on puisse... Donc toute la question, et la question de la responsabilité, c'est pas par le cadre externe qu'il faut le traiter, c'est par l'intériorisation de règles et de cadres. C'est pour ça que moi j'aime bien cette idée du comportement l'éthique. Comme on parlait tout à l'heure de comportement éthique, c'est l'intériorisation des règles. C'est quand on fait sien des règles, quand on s'auto-contraint, et c'est plus une contrainte. Ça devient une opportunité pour se développer. C'est un cadre de développement. Mais pour ça, il faut que ça soit intériorisé, les règles. Tant qu'elles sont extériorisées, ça ne marche pas. En fait, c'est considérer les gens comme des enfants. Et donc, toute la question, et je trouve que c'est ça l'intelligence de la loi Pacte qui a émergé. Donc, quand vous regardez la loi Pacte sur l'idée de la raison d'être de la société à mission, on n'a pas dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. On a dit vous avez la possibilité de vous doter d'une raison d'être et de la mettre dans vos statuts. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Personne n'oblige une entreprise à faire ça. Chaque entreprise, son conseil d'administration, son board, choisit ou pas de se doter d'une raison d'être. Si elle choisit de faire, c'est son choix. Et quand elle pose une raison d'être, qu'est-ce que dit la loi? Elle dit la raison d'être, elle doit être associée d'objectifs, d'engagement. Ces engagements, vous les choisissez. Ce n'est pas les 200 normes qu'on vous oblige à faire dans cette loi. Vous choisissez des engagements qui sont les vôtres, compte tenu de votre activité, parce que franchement, si c'est des normes imposées à tous, je veux dire, honnêtement, entre une entreprise comme Total, qui a un vrai impact sur le carbone et l'environnement, et une entreprise de service, où franchement cette question de l'environnement est moins clé, c'est pas la même chose. Ils vont, en revanche, avec une société de service, vont prendre des engagements plutôt, on va dire, sur le terrain social. Donc chacun va se choisir des engagements en fonction de sa singularité, de sa spécificité. Donc c'est des choix, ça laisse de la liberté, du coup. Vous voyez comme quoi on peut avoir un cadre réglementaire qui crée en fait la possibilité à l'entreprise de réfléchir à son sujet, de se poser son cadre et de l'intérioriser et de se définir ses objectifs et ses engagements. D'ailleurs, Jean-Dominique Sénard, quand il est dans le rapport Nota Sénard, quand il définit la notion de raison d'être, il parle de doute existentiel fécond. J'adore cette notion. J'adore la philosophie aussi. Donc, tout ça, mais la question du doute existentiel fécond, franchement, les dirigeants, c'est intéressant pour eux de se poser ce genre de questions. Ils n'ont souvent pas le temps, malheureusement. Ils ne créent pas des espaces-temps de réflexion sur ces sujets-là. Et je pourrais avoir animé un paquet de COMEX, de board sur cette question de la raison d'être. Je peux vous dire que c'est passionnant de se poser la question, comme c'est passionnant de le faire à titre individuel. Chaque personne physique, quand elle se pose la question, mais c'est quoi mon utilité? Pourquoi je mérite d'exister? Pourquoi je suis là? Donc, je peux vous dire, de moment donné, on est au-dessus du plongeoir, on se fait peur. Hein. Et ben, c'est pareil pour une entreprise. C'est une mise en abîme. Et cette mise en abîme, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle pose des sujets qui vont devenir après des vrais sujets de réflexion stratégique et vont ouvrir des logiques de transformation très très fortes. Quand vous êtes une entreprise, je ne vais pas citer de nom parce que là je travaille avec une entreprise qui est une entreprise internationale dans le domaine de l'alcool. Quand on parle d'alcool et qu'on parle de consommation responsable d'alcool, et qu'on se pose des questions sur mais qu'est-ce que ça veut dire derrière pour nous, pour notre business, je peux vous dire que là, vous avez des débats, c'est du lourd, hein, parce que derrière, il y a le modèle économique. Hein, c'est là où la tension entre un modèle économique et des performances court terme et un choix, une orientation de moyen long terme, vous avez des arbitrages, et c'est donc une transition. C'est pas on-off, ça se construit dans le temps. Et là, on peut parler de transition comme on parle de transition écologique. Il faut du temps. On est dans le rapport au temps long et pas simplement une logique d'optimisation à court terme. Donc, c'est des débats passionnants, en fait, avec les entreprises. Hein? Partie d'un sujet du bien-être qui vous semble passionnant, intéressant. Mais c'est vrai que cette question, c'est une question qui est revenue dans les échanges de la promotion sur les travaux qui ont été effectués. Parce qu'à un moment donné, l'idée, c'était de se dire trop de lois, en fait, c'est plus de temps. Et quand les conseils d'administration, notamment, passent du temps sur ces sujets de compliance, en fait, c'est moins de temps sur la stratégie de l'entreprise, c'est moins de temps sur le développement du business. Donc, c'est vraiment aussi toute la question de trouver l'équilibre. Mais néanmoins, ce que je retiens effectivement dans votre propos, c'est effectivement se choisir, donner du sens, quel sens on veut donner et comment se donner les moyens de le faire. Alors, dans votre ouvrage, vous abordez aussi un autre thème dans la troisième partie, je crois, qui est sur
et vous l'avez un petit peu évoqué, sur la refondation du capitalisme et les nouvelles définitions d'entreprise. Parce que si on parle de sens, ça veut dire à un moment donné, il va se passer quelque chose, il y a des transformations à faire dans l'entreprise. Donc avant d'aborder le sujet de l'entreprise à mission qui va nous occuper, est-ce que vous pourriez nous dire aussi quelques mots sur ce cheminement dans l'entreprise qui paraît indispensable? Oui. En fait, on parle d'un nouveau modèle de changement de paradigme dans ce chapitre en disant, tout à l'heure, je vous disais, quand je suis rentré à l'ESSEC, moi j'ai appris les cours de finance, c'est-à-dire l'entreprise, la finalité de l'entreprise, c'est de faire des profits. Théorie, la fameuse théorie, qui n'est pas une théorie, en fait, mais qui est, on va dire, un dogme de celui de Friedman, qui a émergé dans les années 70, pas par hasard. C'est l'époque de la corporate governance, c'est les années Thatcher, les années Reagan. Donc historiquement, on voit bien que l'économiste Friedman a servi un choix, une vision politique de l'entreprise qui a accompagné toute la financiarisation de l'économie dans les années 70, 80 jusqu'à 2000. D'ailleurs, ça a été théorisé par d'autres chercheurs. Armand Actuel, dans son livre, je sais pas si c'est un petit bouquin super, un petit bouquin rouge qui s'appelle Refonder l'entreprise, il parle de déformation de l'entreprise. Au fond, l'objet entreprise, il n'avait pas vocation, sa vocation, c'est pas de faire des profits. Faire des profits, c'est une nécessité. Une entreprise ne peut pas vivre et se développer si elle ne fait pas de profit. Donc, c'est une modalité, c'est un moyen pour quelque chose. Et ce pour quelque chose, c'est un projet. En fait, l'entreprise est porteuse d'un projet collectif. Et on a volontairement, d'ailleurs, et là, comme j'ai des juristes dans la salle, je vais faire attention à ce que je dis, parce que moi, je ne suis pas juriste, mais confondu les notions de société et d'entreprise. Vous remarquerez, dans le droit, on définit l'entreprise, la société, pas l'entreprise. L'entreprise, c'est un concept un peu flou quand même. La société, oui, on comprend, c'est le contrat qui lie les actionnaires. Mais l'entreprise, c'est un projet collectif. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de parties prenantes, au fond, l'entreprise. Différence entre société et entreprise. Et de façon, je ne sais pas si c'est volontaire, inconsciente ou pas, mais on a, en tout cas dans le discours général, on confond assez aisément la notion de société et la notion d'entreprise. Je pense que ça sert quelques intérêts, évidemment, et qu'il faut faire attention à ça. Les mots ont un sens. Et l'entreprise, du coup, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tentatives de définir. On parle d'entreprise. Alors, les sociologues parlaient de l'entreprise conciliatrice dans ce lieu. Il y a l'entreprise contributive, vous savez, le fameux rapport de Terra Nova. On parle d'entreprise. Pascal Desmurger, qui a fait la préface du livre, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'entreprise politique, au sens où l'entreprise, elle a un sens politique aussi, au sens noble du terme. Et puis on parle d'entreprise à mission. Donc il y a l'entreprise résiliente qui a été théorisée par Gary Hamel, d'ailleurs, où la première chose qu'il dit, c'est que l'entreprise résiliente, la première chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est se définir un purpose. Donc une raison d'être. Et et on en parle dans le livre, donc entreprise résiliente, conciliatrice, entreprise contributive, entreprise à mission, entreprise politique. On sent bien que ces dernières années, voilà, on pose des concepts, alors c'est des idées sur comment on définit cet objet en fait, qui est une entreprise. Et je trouve que derrière, l'idée de l'entreprise à mission qui pose cette question du sens, du purpose et donc de l'écosystème et donc des parties prenantes qui adhèrent à ce projet, on va dans cette direction. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait enfin le Financial Times, qui est quand même le chantre du capitalisme anglo-saxon, avait fait un grand titre. Il y avait marqué Capitalisme, Time for a Reset. En gros, il faut revisiter, il faut réinventer le capitalisme qui est en danger aujourd'hui, compte tenu de toute une série, on parlait des ONG tout à l'heure, mais si vous regardez, moi, en enseignant, ça fait quand même maintenant 18 ans que j'enseigne dans cette école à l'ESSEC, les jeunes générations, c'est incroyable de voir comment ils ont évolué en quelques années. Et je vois les dernières années, pendant longtemps, ils discouraient du sujet. Et là, je trouve que depuis 3-4 ans, on n'est plus dans le discours. Ils blacklistent certaines entreprises, ils agissent. Ils ont franchi la ligne d'action, en fait. Et moi, ce que je dis aux dirigeants, c'est que vous allez avoir des problèmes avec ces nouvelles générations. Parce qu'elles vont être hyper demandeuses d'un certain nombre de choses. Et si vous n'êtes pas prêts à les nourrir de plus de sens, avec une goutte de plus d'exemplarité, de plus d'éthique, ça ne va pas le faire. Enfin, il va se passer des trucs. Hein. Et la crise Covid, pour le coup, ça accélère. Et on sait bien que dans l'histoire économique, on le voit bien, quand on remonte au XXe siècle, les crises de 29, les grandes crises économiques, elles produisent des effets
sur l'évolution dans la gouvernance et dans le management d'entreprise. Alors on évolue, on va vers quelque chose de nouveau, ça va être hyper intéressant, c'est passionnant pour les générations à venir. Donc il y a transformation, il y a un nouveau modèle, mais et il y a des leviers, il y a effectivement des leviers de développement durable et d'action. Mais aujourd'hui, malheureusement encore, quand vous accompagnez les entreprises dans cette transformation, souvent le dirigeant il est souvent encore confronté à décision court terme versus décision long terme. Alors comment est-ce que vous, dans l'accompagnement que vous faites via Balthazar, vous aidez les dirigeants à les convaincre d'aller vers le long terme? Est-ce que vous avez parce qu'on court un peu après le temps, j'avoue qu'on a été un peu long, mais c'est tellement passionnant. Comment est-ce que vous avez un exemple à partager avec nous du retour d'expérience que vous avez eu sur un point tel quel avec un client? Alors malheureusement, je n'ai pas de baguette magique sur un sujet comme ça, c'est possible. Mais c'est vrai, ça me rappelle une phrase du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Carnet, COP21, je remonte un petit peu en arrière. Il avait trouvé une formule poétique que j'adore, il appelle ça la tragédie des horizons. Il dit, aujourd'hui, on sait tous qu'on va dans le mur, mais on est incapable collectivement de prendre la décision, on est piégé par notre modèle. Et c'est tellement vrai. On le voit encore aujourd'hui dans les débats de la COP26. Et c'est vrai aussi à l'échelle d'un dirigeant. C'est très compliqué. Et en ayant eu la chance de pouvoir assister à certains COMEX où ils prennent des décisions, on voit que ces débats entre court terme et long terme, c'est un vrai sujet, parce que tout dépend de comment alors là, pour le coup, la gouvernance est organisée. Et justement, l'intérêt d'avoir une mission et d'une raison d'être qui est mise dans les statuts, ça protège ça. Parce que ça amène à avoir des débats, ça crée un référentiel qu'on a tous signé et partagé. Je prends un exemple. Open Classroom, vous connaissez peut-être, c'est une start-up très connue. Qui ont eu un prix d'entrepreneur. Voilà. Et en fait, quand ils ont levé des fonds, ils ont levé des fonds auprès d'un acteur américain, financier américain, combien 50 millions d'euros il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Alors, juste avant de lever les fonds, ils sont devenus sociétés à mission. Et quand vous discutez avec les fondateurs, ils ont fait ce choix exprès, avant de le faire, en montrant qu'ils avaient déposé ça dans leur statut vis-à-vis des fonds qui investissaient. Pour leur dire, demain, on va prendre des décisions, mais les décisions, ça ne sera pas juste des décisions de développement et de rentabilité, ça sera des décisions de cohérence avec notre raison d'être et les engagements qu'on a pris. Et ils nous ont expliqué d'ailleurs, quand on discute avec eux, un exemple très concret, ils ont refusé de développer certaines offres extrêmement pertinentes d'un point de vue business, parce que ce n'était pas en cohérence avec leur raison d'être et leurs engagements. Ça allait les détourner de leur objectif et de la raison d'être qui s'était donnée, ce qui est quand même très très fort. Vous discutez avec, je prends un autre exemple, Camif, pardon. Un deuxième exemple. Un exemple qui est tout le monde, parce qu'il est connu sous la présidente de la Camif, Emery Jacquia. Emery, il a lancé, vous savez, le fameux mouvement, il a, dans sa raison d'être, la consommation responsable et d'éviter la surconsommation, un truc autour de ça. Et le jour du Black Friday, il ferme son site. C'est un site de e-commerce, hein, la Camif. Le jour du Black Friday, le plus gros jour de chiffre d'affaires de l'année, il ferme son site. Je peux vous dire qu'il peut vous démontrer que c'est rentable. Sur le moyen long terme. À court terme, il perd du chiffre d'affaires. C'est un investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir que les choix que vous faites, à partir du moment où ils sont cohérents avec votre raison d'être et vos engagements, deviennent des investissements pour le futur. Mais ça, il faut être capable de gérer le temps long, le moyen long terme. Et c'est toute la question de la gouvernance, de créer les conditions, notamment à travers justement des référentiels sur lesquels on se met d'accord pour. Et donc de bien choisir ses actionnaires, de bien choisir les fonds que vous allez avoir autour de vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds d'impact, énormément d'argent qui arrive et qui veut être fléché sur des organisations, on va dire, beaucoup plus cohérentes en matière de critères ESG. Et c'est vrai qu'il y a une véritable évolution, comme vous disiez, sur cette raison d'être, notamment pour les groupes cotés. Parce que c'est vrai, comme je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, que c'est un argument pour expliquer pourquoi en fait on ne va pas forcément délivrer des résultats à court terme, parce que ça s'inscrit effectivement sur long terme. Alors je dirais jusqu'à présent, c'était peut-être un peu plus facile pour les entreprises non cotées, pour les entreprises familiales qui n'ont pas du tout la même notion de court terme et de long terme et qui prenaient le temps de faire des choses. Alors, on va aborder la dernière partie de votre ouvrage sur le management d'entreprise vraiment responsable.
et peut-être effectivement s'appuyer sur votre modèle et nous dire très très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard sur le programme, c'est comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous utilisez cet outil pour aider les entreprises à se transformer. Oui, en fait, ça c'est un outil qu'on a développé en travaillant beaucoup, en ayant fait pas mal de démarches autour de la raison d'être. D'abord, travailler sur sa raison d'être, ça ne se fait pas sur un coin de table en 2 heures. Les gens qui vous promettent une raison d'être en faisant un workshop, c'est pas vrai. C'est comme si moi je vous demandais à chacun d'entre vous en 2 heures, comme ça, vous allez me dire qui vous êtes et votre raison d'être, pourquoi vous êtes là. Franchement, c'est compliqué. C'est un vrai travail introspectif, c'est long, c'est douloureux, c'est difficile. Ça prend du temps. Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à le faire en moins de 6 mois, y compris pour des ETI, pour des petites boîtes. Alors, pour des grosses boîtes, en moyenne, c'est entre 1 à 2 ans. Et rédiger une petite phrase qui a l'air toute simple et quelques engagements associés. Entre 1 an et 2 ans. Je travaille pour des très grosses entreprises publiques, je peux vous dire que ça peut prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous allez bien sûr faire travailler toutes les parties prenantes sur cette question-là, et vous allez creuser autour d'un certain nombre de critères. Et les critères, effectivement, on utilise cette grille-là qui nous permettent d'apprécier la raison d'être et de se poser les bonnes questions tout au long de la progression du travail. Est-ce que ma raison d'être, elle reflète bien la singularité et l'ADN de mon entreprise? Parce que si vous dites une raison d'être, ma raison d'être c'est sauver la planète, c'est un peu trop, oui, tout le monde peut dire la même chose. D'ailleurs, nous on s'amuse à faire un petit exercice quand on fait ça, on prend des raisons d'être, on les affiche et on fait le jeu des liens. Ça c'est la raison d'être de quelle entreprise, et c'est très drôle de voir les résultats. Vous faites ça avec des dirigeants, c'est assez marrant. Et en fait, il faut que ça parle, il faut que ça soit l'unicité, la singularité de l'entreprise doit se refléter dans la raison d'être. Est-ce que cette raison d'être, elle va être en congruence, en cohérence avec son modèle économique? Est-ce que cette raison d'être, elle mobilise, elle a un pouvoir transformant, elle va mobiliser les parties prenantes, pouvoir transformant et mobilisateur des parties prenantes internes, externes, directes ou indirectes? Est-ce que cette raison d'être, elle peut se traduire en impact social et environnemental? Parce que derrière, il y a bien l'idée d'avoir des engagements socio-environnementaux à travers ça. Et le 5e critère, c'est ce qu'on appelle le critère de projectivité. Comment cette raison d'être, elle nous projette dans un futur plus loin. Nous, souvent, on aime bien les amener à faire réfléchir. Pourquoi je mérite d'exister dans 50 ans? Pourquoi votre entreprise, dans 50 ans, elle sera encore là? C'est pas évident comme question. Et donc, du coup, de mesurer quand on a le résultat, est-ce que ça nous projette dans le futur? Et est-ce que du coup, c'est un objet aspirationnel qui va embarquer? Aussi, on retrouve cette idée-là. Donc ça, c'est les 5 critères. Ces 5 critères qu'on utilise souvent pour piloter. Vous voyez, d'ailleurs, c'est des critères on a défini ce modèle-là avec une autre entreprise, qui s'appelle Novavista, qui nous a rejoint d'ailleurs, qui nous rejoint dans le groupe Balthazar, et qui maintenant sert de base aux entreprises dans la société, dans la communauté des entreprises à mission, puisqu'on a créé ce modèle-là, puis on l'a donné à la communauté. On n'en fait pas un objet de licence ou autre, ça fait partie des objets de transmission qu'on donne dans l'apprentissage qu'on fait sur ces sujets-là. Alors, merci de l'explication. Donc, admettons qu'on achète effectivement ce modèle, on achète la raison d'être. Comment est-ce qu'on la met en place? Comment est-ce qu'on s'assure qu'elle fonctionne? Oui, c'est vrai que quand on l'a révélé, quand on l'a formalisé, on a fait juste le début du travail. On est au début d'un chemin. Et donc, une raison d'être, elle s'accompagne d'une gouvernance. Et c'est là où on rejoint le fameux comité de mission, qui est proche d'un comité de mission, c'est d'une certaine manière un comité des parties prenantes, avec un mandat différent. Puisque son mandat, c'est de veiller à ce que la mission que vous êtes dotée, les engagements que vous avez pris, eh bien, vous allez vraiment les mettre en œuvre. Et donc, le comité de mission, il va avoir un rapport à faire tous les 2 ans. Et puis, en plus, vous allez être audité par un EDI, un organisme indépendant. Donc, vous voyez, vous vous mettez sous contrainte quand vous êtes une entreprise et que vous allez sur ce chemin et que vous devenez une entreprise à mission. Ça veut dire que quand vous dotez d'une... Alors, vous pouvez ne pas devenir société à mission, mais vous pouvez très bien mettre en place tous ces comités. L'exemple de Olia n'est pas société à mission, mais à un comité de mission et à une gouvernance spécifique par rapport à ça. Alors justement, est-ce qu'il faut que cette gouvernance, ces comités de mission soient des instances en dehors de la gouvernance? Est-ce qu'il faudrait les intégrer dans la gouvernance sur les entreprises qui ont une raison d'être? Là, la loi, elle définit le fait que c'est un organe à côté. Oui, mais c'est au-delà encore. Alors, on peut imaginer qu'à un moment donné, parce qu'aujourd'hui, ça sert un peu de contre-pouvoir ou de mise en tension, puisque vous avez le board classique, mais
Dans un monde, on va dire, utopique à un moment donné, il faudrait bien que ces différentes composantes soient intégrées, et c'était un peu le sens du débat tout à l'heure, dans un board qui est capable de traiter l'ensemble de ces dimensions-là et de gérer cette complexité, parce que c'est complexe à gérer l'ensemble des dimensions par rapport à des décisions. C'est pour ça qu'avoir un objet de contre-pouvoir à côté, enfin de contre-pouvoir, qui a un pouvoir d'agir, qui va challenger le board en disant mais vous aviez défini ça vous-même, vous aviez défini ces KPI-là, voilà, on n'y est, vous n'y êtes pas pour telle et telle raison. Alors, un organe un comité de mission, c'est pas simplement quelqu'un qui est une espèce de gardien du temps d'une mission, c'est aussi un levier d'innovation et les entreprises s'en servent pour solliciter ce comité sur des choix stratégiques, sur un rapprochement, sur une fusion, sur un lancement de nouvelles offres. Donc ça devient un organe très intéressant. Et là, on rejoint le principe des comités de parties prenantes. Alors est-ce qu'il en voit de comité des parties prenantes. Non, c'est pareil, est-ce qu'il en fait, honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est très récent. Hein. Les comités de mission, la plupart des entreprises qui sont venues sur sa mission, ça date de cette année ou de l'année dernière. Et donc, elles sont en train de mettre en place leur comité de mission. Alors moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que souvent, soit il y a un comité de parties prenantes qui existe. Alors, dans les petites entreprises, on a tendance à en faire un seul, plutôt que deux. Dans les grosses entreprises, ils peuvent le garder. Et d'une certaine manière, le comité des parties prenantes est source d'inspiration, d'exploration, de réflexion, et va alimenter le comité de mission, qui se situe à un autre niveau, dont le mandat est différent. Mais parce qu'il est là pour s'assurer qu'effectivement, vous allez sur le chemin de la mission telle que vous l'avez définie. Écoutez, je trouve que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est juste passionnant. Passionnant. Merci. Donner du sens. Moi, je retiendrai, au-delà de tout ce que vous avez partagé, donner du sens, créer de l'engagement, créer une dynamique, transformer l'entreprise. Je pense pour une génération future dans une entreprise différente, avec un modèle différent, et engager aussi les équipes. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? Est-ce que certaines d'entre vous ont une ou deux questions à poser? Maximum deux. Alors, encore merci à tous les deux. Merci.